Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvelle pénurie de carburant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des files d'attente sont visibles dans les stations-service. Le calvaire de nombreux automobilistes recommence de plus belle. Le président du comité des parents d'élèves du lycée Alexandre Dumas, Thierry Attier, propose aux autorités françaises une méthode hybride où les examens pourront être effectués également en présentiel. Commémoration ce mardi de la Journée internationale des enfants des rues. En Haïti, le nombre de mineurs qui n'ont pas de toit continue d'augmenter considérablement. La pénurie de carburant est déjà de retour. Des files d'attente sont visibles dans les stations-service de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il s'agit des premières conséquences de la rupture de stock de plusieurs stations-service. Le président de l'Association nationale des propriétaires de stations-service, ANAPROS, M. Marc-André Dérifons, prévient que la pénurie s'amplifiera si aucune disposition urgente n'est adoptée. Le Bureau de monétisation de l'aide publique au développement, BMPAD, a indiqué de son côté lundi que plus de 3 millions de gallons de gasoline et de diesel ont été livrés hier au terminal de Vareux. Selon le BMPAD, il n'y a donc pas de pénurie. Cependant, M. Dérifons se fait remarquer que la consommation journalière est de 1 million de gallons. Les automobilistes disposent donc en fait d'un sursis de 4 jours. À son avis, la subvention des produits pétroliers est la cause du retard de paiement aux compagnies pétrolières. Ces compagnies commandent moins de carburant en raison de la non-disponibilité des ressources financières. La pénurie étant la conséquence directe de la subvention, le gouvernement devra plancher sur la stratégie d'ajustement des prix. Le ministre des Affaires sociales avait assuré que tous les opérateurs du secteur pétrolier sont impliqués dans les discussions pour éviter que la hausse des prix ne pénalise les couches les plus vulnérables de la population. Tenant compte de la fluctuation des prix du pétrole sur le marché international, il est possible que le gouvernement réajuste le prix du carburant au niveau local également, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Michel Patrick Boisvert confirme pourtant que le gouvernement souhaite tout mettre en œuvre pour aider la population à faire face à de potentielles nouvelles hausses du prix des carburants en Haïti. Le grand argentier de la République a fait cette déclaration lors d'une interview exclusive accordée à Métropole en marge de la conférence internationale sur le financement des risques de catastrophe mardi au Caribé Hotel. Michel Patrick Boisvert répondait aux questions de Jean-Jules Desaugustes. Il y a d'abord cette annonce faite par le gouvernement d'accompagner le pays en ce qui a trait aux retombées, conséquences de la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, à quel point on sait qu'il y a environ 3 milliards de gourdes qui devraient être décaissées pour accompagner sur le plan alimentaire, pour éviter une crise alimentaire. D'abord, nous vous demanderions de confirmer ce montant pour nous. Ensuite, pourriez-vous nous parler d'autres décisions prises par le gouvernement dans le cadre de l'accompagnement de la population ? Bon, là, c'est une question assez importante pour nous, au sens où le gouvernement, comme vous venez de le dire, est en train de mobiliser, je dirais, une somme assez conséquente pour financer des activités et en lien avec ce que je peux dire, la constitution de filets de sécurité sociale pour venir en aide à la population. Il y a eu
des ajustements des prix des produits pétroliers au mois de décembre qui ont eu des impacts sur les conditions de vie de la population. Et là, vous venez de faire mention de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et cette guerre a des conséquences, je dirais, des répercussions au niveau mondial. Et comme on n'évolue pas en vase clos, donc les retombées sont automatiques pour nous et par le canal principal des produits pétroliers. Parce qu'on est obligé d'acheter les produits pétroliers, je dirais, presque sur base hebdomadaire. Donc là, on assiste présentement à une flambée, ce qui nous conduit automatiquement à des niveaux de financement déjà insupportables sur les produits pétroliers. Donc on est vraiment on est en train de faire face à un dilemme. Il faut de l'argent pour financer les programmes sociaux du gouvernement, 3 milliards de gouttes pour financer les programmes sur le restant de l'exercice, c'est-à-dire du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Et dans le même temps, on est en train de financer les produits pétroliers. Donc là, on va devoir casser avec la subvention, comme la promesse d'ailleurs a été faite au mois de décembre. Mais c'est difficile d'ajuster, mais on va mettre en place pour commencer les programmes sociaux qui vont démarrer et qui ont déjà démarré au niveau du FAES. Et ces programmes vont toucher, je dirais, un ensemble de secteurs, mais cette fois, c'est un programme qui va être coordonné par le ministère des Affaires sociales, même quand beaucoup de secteurs vont être impliqués dans la réalisation des activités. On peut citer, par exemple, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et le FAES. Et puis, bon, bien entendu, et la liste n'est pas exhaustive, mais il y aura beaucoup de secteurs à intervenir dans la réalisation des activités en lien avec les programmes sociaux du gouvernement. Maintenant, Monsieur le ministre, on sait également qu'il y a la population qui craint une crise des produits pétroliers. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous avez dit, flambée du prix au niveau international, si vous voulez, une capacité du gouvernement d'abord, mais ensuite de certains opérateurs des produits pétroliers à importer le produit. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui? Non, au moment où nous parlons, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais il faut qu'il y ait des mesures à être envisagées, et cela dans le très court terme. Parce que là, quand on commence à accumuler, et je dirais, des dettes envers les compagnies pétrolières, donc à un moment de la durée, il faut que le gouvernement se donne les moyens pour payer, sinon les compagnies pétrolières ne pourront plus continuer à réaliser leurs importations. On n'y est pas encore, mais on doit travailler de manière à ce qu'il y ait un relèvement au niveau des prix des produits pétroliers, bien entendu, qui doivent être accompagnés, comme on vient de le dire, de mesures sociales. Vous parlez de relèvement, c'est-à-dire augmentation du prix du carburant encore, Monsieur le ministre, est-ce qu'on doit comprendre? Et bon, au fait, l'engagement qui a été pris déjà au mois de décembre, c'était de ne plus continuer avec les subventions. C'était de revenir à la loi de 1995 qui dit que les prix doivent être ajustés dès que le niveau international des prix atteint les 5%. Donc déjà là, on est à presque 400 gouttes de subventions sur le gallon de gasoline et un peu plus de 100 gouttes sur les deux autres produits. Donc on est déjà à un stade insupportable. Parce que là, à ce rythme, si rien n'est fait, les compagnies ne pourront plus continuer à importer. Donc, pour éviter qu'on ne soit à cette situation, donc il faudrait qu'à un moment de la durée, on recommence avec les ajustements. Mais cette fois, donc, les ajustements vont être réalisés de manière progressive. Parce que là, on sait que la situation, elle est intenable. Donc, la population est affamée. On a un peu plus de 4 millions de personnes qui vivent en insécurité, en situation d'insécurité alimentaire. Donc, c'est pourquoi le gouvernement est en train de prendre, je dirais, un train de mesures
de manière à soulager la population et à faire reculer le niveau de pauvreté. Pour finir, vraiment pour finir, Monsieur le ministre, si on peut parler de subventions, à quel niveau d'abord, mais ensuite, si on veut parler de révision du prix à la hausse, c'est dans combien de temps? Subvention à quel niveau? Révision du prix à la hausse, c'est dans combien de temps? C'est vraiment ma dernière question. À deux volets pour finir, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Au fait, s'il y a une chose sur laquelle on doit se fixer, c'est que au rythme où l'on est, au rythme où la subvention s'accumule, donc la situation dans un très court terme ne va pas être tenable. Mais la décision d'ajuster les prix ne reviendra pas seulement au ministre de l'économie et des finances que je suis, mais c'est une décision qui doit être supportée par l'ensemble du gouvernement. Et au moment où nous parlons, il n'y a pas encore de décision à être prise en ce sens. Donc lorsque le moment viendra, il y aura des communications qui seront faites et puis tout le monde saura. Maintenant, pour la subvention, c'est à quel niveau on subventionne le carburant aujourd'hui? Et je viens de vous dire, on est à plus de 400 gouttes sur le gallon de gasoline et un peu plus de 100 gouttes sur le gallon de diesel et de kérosène. La Fédération protestante d'Haïti, FPH, plaide en faveur d'une réconciliation nationale ainsi que d'une réforme de la justice haïtienne. Selon les responsables de cette structure religieuse, ces facteurs doivent être priorisés pour un dégel de la crise qui sévit en Haïti. Selon la FPH, le recours à la vengeance et aux actes de violence ne fera qu'aggraver la situation. Elle appelle tous ceux qui sont responsables du chaos actuel à une prise de conscience et à cultiver un esprit de pardon. Pasteur Maxo Joseph, ambassadeur de la Fédération protestante, exhorte le gouvernement à mettre sur pied une commission devant faciliter cette entente nationale. Moi, je crois que dans tout mouvement, là, on chercher pardon et réconciliation, l'État pays ou bien secteur pays a entendu une commission. Donc, il y a plusieurs côtés, il y a non, mais il y a côté que la commission de vérité. Et commission de vérité, ça, il cherche faire, il identifie faire, et c'est sous base ensemble de faire, et puis pardon en vini, réconciliation en vini, sans que il n'y ait pas influencé la justice lui-même, qui doit faire travail par là. C'est ça que moi persister pour me dire, pendant le travail, ça fait dans le secteur pour demander pour nous unifier nous, mais la justice lui-même, il doit venir faible. Il doit venir fort. Parce que pour me pardonner, il faut me constater que je suis mal. Il faut me conscient que je suis mal. Donc, ce n'est pas lever le matin ou pardonner les gens sans pas avoir conscience. Donc, c'est conscience là, qui va permettre aux gens de sentir ça. Donc, même dans la justice, là, les gens qui prennent conscience, ils collaborent avec la justice, ils jouent une possibilité pour eux-mêmes retirer peine ou bien organiser l'autre gens, mais il y a une façon pour faire, mais pas qu'à faire seulement dans l'esprit qui va faire vengeance. Donc, si on fait vengeance, on n'a pas de solution. Mandela, c'est un modèle qui a copié. Elle sort en prison, tout le monde attend pour faire vengeance. Il dit que c'est plus facile qu'on résoudre un problème dans le pardon qu'on va le faire dans la vengeance. Donc, moi, je pense que c'est un élément clé pour nous. Mais moi-même, moi, persister pendant que je cherche pardon et réconciliation, mais il faut que les gens qui fait pays mal, il faut qu'ils soient conscients qu'il te fait pays mal. Il te vole comme pays, il te parti comme pays, il faut prendre conscience, il dit bon, j'ai l'argent dans le banque l'autre bord, je fais l'argent tourner. Mais combien l'argent lié? On monde qui connaît tuer moun ou éliminer journalistes ou éliminer tout cadre dans pays ou parler sur ça et sous base de conscience nationale là que pardon a venir c'est ça vraiment préciser moi-même en dans ouvrage là et en dans tout ça qu'a fait yo moi dit oui d'accord pardon oui d'accord réconciliation mais faut renforcer la justice pendant n'a chercher conscience la caille moun qui te fait un monde mal et puis victime yo même qui va le réveiller et yo va le positionner pour dire mes côtés nous camper sous position de réconciliation mais l'État forme une commission de vérité par exemple dans ça qui a passé là kidnapping de tous côtés un mouvement comme ça faut que l'État encourage type de mouvement ça et monter un mouvement de réconciliation un mouvement de tête ensemble pour permettre que le secteur présent dans la commission ça et je pense que le cas mène pays à bien loin parce qu'on pas qu'à faire vengeance dans nos situations janouillées là. Le pasteur Vigeonnet d'Emeraude
nie toute implication de l'Église protestante dans la crise actuelle. Selon lui, son influence politique est faible et les appels à voter pour un candidat protestant n'ont jamais donné de résultat. Invité à la rubrique Le Point ce matin, le recteur de l'Institut universitaire des cadres a affirmé que l'Église protestante est l'une des grandes victimes de l'insécurité qui résulte de la crise politique. Alors, l'Église n'est pas la crise. Non. C'est clair. Personne ne le dirait. Oui, voilà. L'Église n'est pas la crise. Et puis... Mais dans le cas de la crise, là? L'Église ne constitue pas en elle-même un élément, ou du moins, c'est-à-dire une cause de la crise là. Sauf que l'Église est victime. Parce que l'Église a des difficultés pour fonctionner. Que l'Église catholique, que l'Église protestante, il y a des difficultés pour fonctionner à cause de la crise là. Mais nous sommes toujours impliqués dans toute activité politique, non? Non. Oui? L'Église dans manifestations, l'Église dans Abba, l'Église dans... L'Église dans élection. L'année dernière, tu as gagné une marche qui était faite. Une marche qui voulait être une activité citoyenne et qui n'est pas obligée politique. C'est malheureux si on inscrit une marche ou bien une activité citoyenne, civique, dans une dynamique politique. On l'autre monde tout qui doit avoir intérêt politique et puis il prend les bagages. Mais ce n'est pas l'Église en elle-même qui engage dans un mouvement politique qui va déboucher sur une crise. Non, loin de là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça? Il n'y a pas de jambes ça? Non, il n'y a pas de jambes ça. L'Église est engagée depuis longtemps dans une dynamique de faire société. L'Église est engagée dans une dynamique de justice sociale, demander justice, exiger la justice. L'Église investit dans l'éducation, l'Église investit dans l'agriculture, l'Église investit dans la santé, etc. Et là, on va parler pour l'Église en général, de manière globale. Catholique, protestant. Donc, il n'y a pas dans la question politique. Non, il doit assister à une réunion politique, comme si vous voulez, par exemple. Il n'y a pas de position politique. Il n'y a pas positionné dans la politique. En 2011, l'Église catholique a joué un rôle intermédiaire, ou du moins, si vous voulez, dans une crise, mais tu dirigé au Chita. Je dis à la, soit chercher implication de l'Église dans la crise, là, non. L'Église n'a aucune implication dans la crise. Au contraire. Même dans la recherche d'une solution? Oh, mais de 2009 à 2019, Pasteur Exantus, qui a été président de la Fédération protestante à l'époque, était toujours offert tête li, il était toujours cherché concertation avec Monseigneur Dumas dans l'Église catholique pour aider et convoquer le président de la République pour même participer dans une réunion avec plusieurs premiers ministres à la recherche d'une solution. Je crois que la division qui gagne dans le mi-temps, monsieur politique, occasionné, il quitte espace pour l'insécurité, il quitte espace pour des autres affaires. La première chose, c'est joindre un consensus entre les leaders. Et puis pour que le grand président, le premier ministre, accepte et qui établit une autorité. Ensuite, je pense que l'heure pour nous faire pays, il est pour faire société. Faire pays, demander un projet de société. Il faut retourner à 1804. Une cassure, une rupture avec Dessalines. Il faut retourner. Le lycée Alexandre Dumas continue de fonctionner à distance normalement avec tous les enseignants via Zoom. Décision qui a été prise par le gouvernement français avant la rentrée scolaire de septembre dernier en raison du climat d'insécurité qui règne actuellement en Haïti. Le président du conseil des parents d'élèves de l'institution, Thierry Attier, s'inquiète de la manière dont les examens du baccalauréat français se dérouleront. Il propose aux autorités françaises une méthode hybride où les examens peuvent se passer également en présentiel. Plusieurs élèves, accompagnés de leurs parents, ont protesté devant les locaux du lycée samedi dernier pour réclamer un retour à la normale. Suivez un reportage de Ramadame Raphaël. Bonjour, bonjour!
Depuis la rentrée 2021, le lycée français de Port-au-Prince ne fonctionne plus en présentiel. Les autorités françaises ont jugé la situation sécuritaire trop mauvaise pour que cet établissement à gestion parentale rouvre ses portes. Actuellement, les cours sont dispensés par Internet grâce au logiciel Zoom. Cet état de fait suscite une inquiétude au niveau du comité des parents d'élèves dont Thierry Attier est le président. Ce qu'on a proposé aux autorités françaises, et on a eu sur ce dossier le soutien de l'ambassade et de l'AEFE, c'est de passer en mode hybride. C'est-à-dire que les enfants qui le souhaitent pourraient retourner en classe, les enseignants qui le souhaitent pourraient retourner en classe, les cours seraient filmés, et les enfants qui veulent rester chez eux pourraient continuer à suivre les cours en Zoom. Donc on aurait à la fois les cours en Zoom pour ceux qui, pour des raisons personnelles ou par rapport à ce qu'ils pensent être le climat sécuritaire, préfèrent rester chez eux. Et on aurait le présentiel pour ceux qui souhaitent ce retour à cette normalité, sont prêts à prendre le risque pour retourner à un état qui permet quand même un meilleur épanouissement des enfants. D'un point de vue pédagogique, le présentiel reste supérieur au distanciel, rappelle M. Attier, d'autant que les examens du baccalauréat approchent et qu'il faut trouver une solution pour leur tenue. Le lycée français est le seul établissement en Haïti où on peut passer les examens de baccalauréat français. Donc à la fois pour les élèves du lycée, mais pour toutes les écoles partenaires. Et aujourd'hui, puisque le gouvernement français a décidé que c'était trop dangereux d'aller au lycée, on ne sait pas comment on va faire passer les examens de baccalauréat à ces enfants. Ce système hybride avait l'avantage de prendre en compte les inquiétudes à la fois du gouvernement français, puisque les enseignants français resteraient eux en France et assuraient leurs cours par Zoom avec des enfants réunis en classe, mais en même temps ça permettrait aux enfants de retourner en classe, de retrouver cette normalité qui est tellement essentielle à leur épanouissement. Et ça permettrait aussi d'ouvrir la porte pour les examens. Beaucoup de parents d'élèves du lycée d'Alexandre Dumas s'interrogent. Pourquoi reste-t-il fermé alors que la plupart des établissements du pays, y compris internationaux, accueillent désormais leurs élèves? Le 9 avril dernier, la veille du premier tour de la présidentielle française, un certain mécontentement a pris forme. Quelques dizaines d'élèves ont manifesté en uniforme devant l'école pour réclamer un retour à la normale. Ce mardi 12 avril, c'est la journée internationale des enfants des rues. À cette occasion, une équipe de Métropole a effectué un tour à travers les rues de Port-au-Prince pour recueillir le témoignage de plusieurs mineurs. Comment vivent-ils ? Comment voient-ils leur avenir? Ces enfants des rues se sont confiés à notre collaboratrice Sheila Louis-Joseph. Suivez son reportage. Nous sommes dans l'ère du Champ de Mars où chacun vaque à ses occupations. Là, nous rencontrons des enfants de rue qui, eux aussi de leur côté, s'adonnent à toutes sortes d'activités. Visiblement négligés et maigres, ils portent des vêtements sales et des sandales usées. Interrogés sur les raisons qui les ont amenés à choisir la rue comme cadre de vie, ces enfants répondent. Là, il y a depuis 7 ans. Qui l'a vu qu'on y a? J'ai 13. Mon beau-père a maltraité. C'est ça qu'il faut quitter la ville là? Oui. Chaque vie est tournée des gens qui sont cimentés, ils battent. Je regarde bien match. Je vais mon ici là. On côté que les tomates, on qui des bons qui viennent avec. Moi avec un autre garçon. Il y a là Carrefour, là il y a Carrefour, il est Carrefour, il a fait mal avec nous là cheveux. Il y a un bon route là, puis il quitte l'autre nègre arrêté. Tout le monde vient dans route là qui m'a sauté. Il y a le mouvement là rempli. Si certains enfants ont dû fuir leur maison pour échapper à des actes de maltraitance, d'autres sont dans les rues en quête d'une vie meilleure. Mais peu importe la raison, ces jeunes de moins de 15 ans sont livrés à eux-mêmes et désormais, ils sont responsables de leur sort. Leur gagne-pain n'est autre qu'un vieux tissu sale qu'ils trimballent avec eux jour et nuit. Je me lève à midi, non, mais bien tard. Regarde ma carte du matin. Je
commence à 5 heures. Ça va régler pendant tout le temps ça. Moi, des gens avec 6 machines, pas mal dormi. Je me fais 600 gouttes. Je achète rad. Je commence à la cabane manger, je vais manger la mille. Je me lève, je peux pas la même 6 machines, je vais faire comme manger. Je vais acheter rad pour mettre sur moi. Je me lève à 5 heures, je viens contre mon là, mon bon petit job et puis me faire comme mal manger. Et puis pour me fonctionner, pour m'acheter rad. Et des fois, il pas tellement bon. Maintenant moi-même. Nous lavons des grandes machines. Si nous mangeons, nous doit gaspiller tout. Si nous faisons 50 nous là, on 100 nous là, nous mangeons 50, nous 50. Si nous faisons 50, nous mangeons 25. On fait réserve là. Mais la réalité est ce qu'elle est. Ces enfants de rue disent n'avoir d'autre choix que d'accepter leur souffrance. Mais à la question de savoir comment ils voient leur avenir, ils répondent. Je vais chercher l'avion de l'autre côté. Je travaille, je fais l'argent, je vais dans le pays, je vais à l'école. Je suis même président, je vais descendre parce que même pour acheter manger, il faut gagner plus d'argent. Dans la rue, je m'a passé mal mon cher. Pour me bagager pour me faire. Je souhaite un beau bail pour demain. C'est pour qui ça? Président pour me pour changer le pays. Bah, quand fait toute la vie, là, il faut que changer de vie quand même. Et j'aime moi venir ma vie. La vie est belle, la vie est longue. Quand on a quand même besoin de femmes qui étaient là, tout vision mon policier là, il faut qu'on aille l'école pour ça, il faut qu'on travaille pour ça. Et dire que ce 12 avril est la journée internationale des enfants des rues. Pour ces mineurs interrogés à cette occasion, cette date ne veut rien dire, car les jours passent et se ressemblent tous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.